Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans des idées qui bousculent un peu les certitudes sur l'autisme. Oui, on se base sur des extraits d'un livre au titre assez direct. L'autisme n'est pas une maladie génétique et des documents qui vont avec. Et la thèse centrale de ces sources, elle est, comment dire, assez C'est provocatrice. le moins qu'on puisse dire. L'idée, c'est que l'augmentation spectaculaire des diagnostics d'autisme, ça ne serait pas juste parce qu'on dépiste mieux ou à cause de la génétique seule. Ils vont plus loin que ça. Ah oui. Il suggère que c'est une véritable épidémie et que la cause serait notre environnement. D'accord. Donc, on a regardé quoi exactement? Alors, on a épluché l'introduction et le premier chapitre de ce livre, quelques articles de blog de l'éditeur, Marco Pieter, et aussi la transcription d'une interview du docteur Peter McCullough qui aborde le sujet. Et notre objectif, c'est bien de comprendre et de discuter les arguments clés qu'on trouve dans ces documents-là, hein. Exactement. On rapporte ce qu'ils disent, leur logique interne. C'est un sujet très sensible, donc on va essayer d'être le plus fidèle possible à ce qui est écrit dans nos sources, sans prendre parti. Bon alors, déballons ça. Allons-y. Le premier gros morceau, c'est cette idée d'épidémie. Les sources s'appuient sur des chiffres qui interpellent quand même. Ah oui, il parle d'une explosion des taux depuis les années 90, des chiffres comme un enfant sur 31 diagnostiqué aux États-Unis, Cité par McCullough et RFK Junior, c'est ça? voire 12,5% chez les jeunes garçons en Californie. C'est énorme comme chiffre. Ben oui. Et c'est vraiment là-dessus qu'ils construisent leur argumentaire d'une épidémie réelle. Et il reproche quoi aux organismes officiels? Ils critiquent une certaine ambiguïté. Le CDC américain, par exemple, est mentionné. Les sources disent qu'il parle d'une combinaison de facteurs, y compris un meilleur diagnostic, mais sans vraiment dire quelle est la part de chaque chose. D'accord. Et c'est cette posture que le livre, lui, qualifie de déni épidémique. En gros, ils accusent de minimiser le problème. Et comment ils écartent l'explication habituelle du meilleur diagnostic? Parce que c'est quand même l'explication qu'on entend souvent. Alors là, ils utilisent un argument historique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui, Ils rappellent l'existence du syndrome de Heller. C'est aussi appelé trouble désintégratif de l'enfance. Ça a été décrit au début du XXe siècle. d'accord. Et c'est un truc courant? Justement, non, c'est extrêmement rare. Et leur raisonnement, c'est? Si les médecins de l'époque ont pu repérer et décrire ce truc rarissime, comment ils auraient pu passer à côté de l'autisme si c'était aussi fréquent qu'aujourd'hui? Je vois la logique. Si on pouvait voir le rare, pourquoi on n'aurait pas vu le fréquent? Voilà, comment une condition qui serait, d'après les taux actuels qui citent, 1000 fois plus courante, aurait pu rester invisible, alors qu'un trouble beaucoup, beaucoup plus rare était lui déjà décrit. D'accord. Donc pour eux, les histoires de changement de diagnostic ou d'élargissement des critères, ça suffit pas. Non, ils rejettent ça. Ils disent que l'échelle du phénomène, cette multiplication par 20 ou plus des cas rapportés, ça dépasse ces explications-là. Alors, si c'est pas le diagnostic et si c'est pas que la génétique, selon eux, ils pointent vers quoi? Vers l'environnement, justement. Ils évoquent plusieurs pistes. Comme quoi, par exemple? Alors, il y a le cumul vaccinal et un lien possible avec les convulsions fébriles. Ça, c'est cité dans l'interview de McCullough qui relaie Children's Health Defense. D'accord. Il y a aussi l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Tu sais, ces produits chimiques qui jouent avec nos hormones. Le BPA, les phtalates, ce genre de choses? C'est ça. Il cite des études, des organismes comme le WG ou la revue The Lancet. Il parle aussi de l'âge des parents, qui est plus élevé qu'avant, de la prématurité, C'est un ensemble de facteurs, en fait. oui, et aussi l'interaction entre les gènes et l'environnement. L'exemple donné, c'est le gène MET et l'exposition aux pesticides, ou encore le rôle de la nutrition, du microbiote intestinal. Le microbiote, ah oui, on en entend beaucoup parler. Exactement. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il ne présente pas ça comme des causes isolées, mais plutôt comme un cocktail de facteurs de risque qui interagira. Et qui demanderait plus de recherche, j'imagine. Voilà. Ils insistent là-dessus, ils disent qu'il faut une investigation scientifique beaucoup plus poussée sur ces pistes environnementales. Un peu comme ce que réclament des gens comme RFK Junior d'ailleurs. Donc l'idée force, c'est vraiment de réorienter la recherche. Moins de focus sur la génétique seule et plus sur l'environnement. C'est tout à fait ça, selon ces documents. Mettre le paquet sur l'environnement et ses interactions avec nos gènes. Donc si on résume la pensée de ces sources, qu'est-ce que tout cela signifie? C'est une remise en question assez radicale, non? Ah oui, c'est une remise en question forte du discours qu'on entend majoritairement sur l'autisme. Ces textes, ils plaident vraiment pour qu'on reconnaisse une crise sanitaire qui viendrait principalement de notre environnement. Et ils dénoncent ce qu'ils appellent un déni. Et si, admettons que leur perspective soit juste, quelles seraient les conséquences? Elle serait immense. Il faudrait revoir complètement les stratégies de prévention, réorienter massivement la recherche scientifique, comme on disait, Oui. et potentiellement revoir aussi la prise en charge. Ça montre aussi à quel point c'est difficile de remettre en cause des idées bien établies en science. Hmm. Et ça soulève une question un peu lancinante, je trouve, après avoir lu tout ça. Face à des données, des arguments qui défient le consensus, même s'ils sont controversés,
On le répète, comment est-ce que la science et la société en général devraient réagir? Quelle place on donne à ces voix dissidentes et aux expériences des parents aussi, que ces documents mettent souvent en avant. C'est ça, c'est une vraie question de fond. Pour celles et ceux qui voudraient creuser ces arguments et explorer cette perspective plus en détail, le livre L'autisme n'est pas une maladie génétique est la source principale qui développe toute cette thèse.